Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à nouveau sur le plateau télé d'Habitarn Conseil. Nous sommes en compagnie de monsieur Xavier Lhuillier et Frédéric Rouanet. Bonjour messieurs, merci infiniment d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors dans le cadre de cette 34e édition du salon Habitarn, vous êtes sur la page YouTube bien sûr d'Albi Expo et ce plateau TV vous est produit par Albi Expo mais c'est également propulsé par le groupe Dizitech et pendant cette conférence nous allons parler de la permaculture. Avant de vous définir vraiment dans le cadre de vos fonctions, est-ce que vous pouvez tout d'abord pour les personnes qui nous écoutent et qui sont avec nous définir en quelques mots une historique rapide si vous pouvez sur la permaculture? Est-ce que c'est possible messieurs? Nous expliquer ce que c'est. Oui, on va pouvoir. La permaculture, à l'origine, c'est deux biologistes australiens qui cherchent comment éviter les écueils de l'agriculture conventionnelle et qui s'aperçoivent que les milieux les plus productifs sur Terre, ce sont les milieux naturels. C'est l'évolution qui a trouvé les solutions les plus sobres, les plus efficaces. Et donc, ils décident d'étudier la nature, de l'observer pour pouvoir l'imiter. D'accord, donc c'est une technique agricole? Alors au début, oui, c'est une technique agricole. Au départ, oui, mais on va vous le présenter tout à l'heure. On peut l'appliquer absolument, absolument tous les domaines de la vie quotidienne. Et c'est basé sur, on va le voir, sur des piliers, des éthiques. Bien sûr. Et bon, on va le développer, ça sera plus simple. Alors, on va le développer. Je vous ai présenté monsieur Xavier Lhuillier, monsieur Frédéric Rouanet. Vous êtes les deux coprésidents parmi les 8, puisque vous êtes une association, l'association Perma 81. Rapidement, si vous pouvez, Perma 81, qu'est-ce que vous faites avec l'association? Alors, l'association est née il y a 3 ans. Notre but est de promouvoir, de développer et de fédérer les acteurs de la permaculture dans le Tarn. À l'échelle du département avec quelques personnes limitrophes. Donc on propose pour cela des rencontres. On a plusieurs facettes à notre intervention. Ça peut être du low-tech, donc tout le contraire du high-tech. Ça peut être au niveau du jardin, ça peut être au niveau de l'habitat. On a des personnes qui sont un petit peu compétentes dans tous les domaines. Donc on est là pour partager cela. On a fait un gros événement l'an dernier, en août, qui s'appelait les Permanuels. On a eu environ 500 visiteurs en pleine période Covid. Donc ça draine quand même du monde. Il y a des gens qui ont besoin d'aller vers autre chose parce que ce qu'on nous propose dans la société ne nous convient plus. On voit bien qu'on va dans une impasse. Et voilà, on est là pour ça. Mais écoutez, merci beaucoup. Alors, on va découvrir votre univers, cet univers de la permaculture pour l'habitat, les éthiques, les principes et les solutions. C'est le thème de notre conférence. Et je vous laisse, bien sûr, vous avez un magnifique PowerPoint où est-ce que vous allez nous expliquer tout ceci. Alors, je vous laisse la parole. Peut-être monsieur Lhuillier, vous allez démarrer ou c'est monsieur Rouanet qui démarre un des deux? Je vais reprendre un peu sur l'historique de la permaculture. Ah bah alors allez-y, c'est important. Donc on a ici les deux fondateurs du mot permaculture, qui est la contraction d'agriculture permanente en anglais, puisqu'au départ, comme on disait, ça démarre sur l'agriculture. Donc ces deux personnes, Bill Mollison en haut et David Holmgren en bas, décident d'étudier les systèmes naturels pour pouvoir les étudier et pour gagner ainsi en efficacité sur l'ensemble de l'environnement des humains. Donc ils placent leurs travaux sous 3 grandes éthiques qui doivent gouverner toutes les décisions, toutes les actions du permaculteur. Donc d'abord prendre soin de la Terre, c'est-à-dire prendre soin de notre planète et de tous les êtres vivants qui y habitent. Prendre soin des gens, prendre soin des humains, parce que notre espèce, c'est les humains et nous travaillons pour notre bien-être. Et le troisième, c'est l'aspect un peu plus social de la permaculture, c'est de partager équitablement quand on a généré du surplus, quand on a beaucoup de nourriture ou quand on a beaucoup de savoir, d'aller vers les autres et de tout partager pour que tout le monde en profite. J'aurais ajouté, comme dit Aurélien Barraud, on est une espèce parmi les 7 milliards qui peuplent la planète. Donc ce n'est pas à nous de décider pour tout le monde. Et par contre, on a la capacité de faire en sorte que toutes ces espèces vivent en bonne entente.
Donc les 3 éthiques qu'on retient, c'est prendre soin, respecter la terre, les humains et partager équitablement. Ça, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Toutes les actions qui vont en découler doivent passer ce filtre-là. Sinon, on peut évidemment utiliser des choses qui ne respectent pas ça à 100%, mais ça va être transitoire, ça va être au minimum, et ça va être le temps de passer à autre chose. Mais il faut arriver à ça pour avoir... L'idée, c'est d'avoir des systèmes durables, c'est de concevoir des environnements pour les humains qui respectent au maximum ces 3 éthiques-là. Bon, on va rentrer en détail grâce à votre PowerPoint, messieurs, puisque c'est voilà, les principes. Alors, je vous laisse la parole, vous allez nous expliquer tout ceci. Donc, pour rester dans l'esprit des 3 piliers de permaculture qu'on a vu juste avant, on a tout un tas de principes, il y en a entre 12 et 15 environ. On ne peut pas les décliner tous là, parce que le temps imparti est trop court, malheureusement, il y aurait beaucoup à dire sur chacun. On va rester sur quelque chose qui est assez d'actualité, hein, collecter et stocker de l'énergie par exemple. On est tous conscients à l'heure actuelle avec ce qui se passe dans le monde et ce qui est arrivé ces dernières années que plus ça va et plus on doit faire attention à cette énergie. On parle d'énergie, mais de l'énergie en permaculture ne se cantonne pas à l'énergie électrique ou l'énergie fossile. Le travail, c'est l'énergie, le vent aussi. Et tout cela, on va essayer de le collecter au maximum sur notre lieu et de le stocker sans avoir recours, ou du moins au minimum, sur quelque chose d'extérieur. Utiliser, valoriser les ressources renouvelables, bon, c'est un petit peu dans la continuité de cela. Notre but, toujours pareil en correspondance avec la dernière, ne pas produire de déchets. Lorsqu'on est en forêt, il y a des déchets. Il y a des feuilles qui tombent, il y a des branches qui tombent, il y a des animaux qui meurent. Tout ça, ce sont des déchets, mais ces déchets deviennent des ressources pour d'autres qui vivent dans ce même écosystème. L'idée en permaculture, c'est de faire cela et d'éviter d'avoir des déchets qui ne sont pas recyclables, par exemple. C'est sûr que vous allez en forêt, les seuls déchets non recyclables que vous allez trouver sont des déchets humains. Ce ne sont pas des déchets naturels. Vous voyez. Donc, c'est vraiment... la forêt est une grande source d'inspiration, puisque c'est l'état abouti de la nature sur la planète Terre. Il n'y aurait pas d'humains, on aurait 85% de forêt sur nos territoires. C'est nous qui avons déforesté, qui avons commencé à détruire cet écosystème. Et là-dessus, pour revenir à la genèse de la permaculture, Mollison et Holmgren s'inspirent beaucoup de travaux de cultivateurs qui avaient commencé à arrêter le labour et qui faisaient donc du non-travail du sol, sans travail du sol, et on laissait les vers de terre faire leur incessant aller-retour et retourner la terre à une échelle plus lente, mais gratuitement, sans énergie, sans tracteur. Et là, on est typiquement dans la valorisation des ressources renouvelables, puisque les vers de terre font ça gratuitement toute l'année. Et on a ainsi la possibilité d'avoir des terres qui sont aérées, sans aucun travail mécanique, sans énergie fossile. Et on est en train de collecter l'énergie, on est en train de valoriser les ressources renouvelables. Et évidemment, il n'y a aucun déchet derrière, puisque les vers de terre nourrissent la vie du sol aussi. Et un point important, pour en parler un peu chiffres, hein, dans l'agriculture conventionnelle, pour obtenir 1 calorie de nourriture, on va dépenser 9 calories fossiles, 9 calories de travail pour obtenir ça. En permaculture, en laissant faire les choses naturellement, on inverse la tendance. C'est-à-dire que pour 9 calories de nourriture récupérée, qu'on va pouvoir partager, on n'en utilise qu'une de travail, de carburant, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut travailler avec la nature plutôt, plutôt contre elle. On est bien d'accord sur ça. C'est bien plus simple. Voilà. Je vous laisse poursuivre peut-être si vous voulez, puisque... Mais alors, j'ai une question, parce que quand on observe la nature, qu'est-ce qu'on peut, comment dirais-je, quel principe peut-on trouver ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire un petit peu quand on l'observe, comment on peut travailler avec elle aussi? C'est peut-être une question bête que je vous pose. Non, elle n'est pas bête, elle est loin d'être bête. Au contraire, c'est la base de notre travail de réflexion qui va permettre ensuite de pouvoir créer ce qu'on appelle un design. On va vous parler, Xavier, juste après. Observer le contexte, on estime que pour connaître le lieu où on va habiter, il faudrait l'observer pendant 1 an. De voir toutes les saisons, de voir les vents dominants, de voir les pluies. Ça, c'est juste une observation physique, on va dire.
Cette observation peut se poursuivre avec tous les moyens que nous avons maintenant sur la climatologie, la pluviométrie, sur plusieurs années, le sol. Voilà. Donc, observer tout ça pendant un an va nous permettre ensuite, avec des outils, de pouvoir placer différents éléments de manière à ce que tout soit le plus concordant possible et toujours dans le non-faire, éviter de gaspiller de l'énergie et essayer de centrer les choses. C'est très important ça. Donc on est là sur le design. Donc la permaculture, trois éthiques qui font qu'on doit pouvoir construire des systèmes durables, des principes prélevés dans la nature, donc des choses assez universelles qui se retrouvent partout dans les écosystèmes naturels. Et ici le design, donc c'est une méthodologie qu'on ne peut pas décliner en entier ici, mais qui aborde plusieurs points, notamment les ressources. Qu'est-ce que j'ai sur mon lieu avec lequel je peux travailler, mais qu'est-ce que j'ai aussi moi-même dans le cœur, qu'est-ce que je sais faire, ou qu'est-ce que je ne sais pas faire, mais j'ai un copain qui sait faire, ou j'ai une association à côté qui sait faire. Tout ça, c'est des ressources. Si on commence à réfléchir à son réseau, on devient vite très fort. Il y a aussi les zones. Dans un lieu, dans un habitat, on ne va pas passer tout le temps à tous les endroits. Il y a des endroits qu'on va fréquenter beaucoup, il y a des endroits qu'on va fréquenter un peu moins. Il y a des secteurs, il y a des endroits où il y a beaucoup de soleil, il y a des endroits où il y a moins de soleil. Et quand on commence à prendre tout ça en compte, quand on commence à bien comprendre quels sont nos besoins, eh bien on va pouvoir commencer à sélectionner les éléments qu'on désire avoir chez soi et bien les placer. Parce que là où la permaculture est très forte, c'est qu'elle va considérer beaucoup les interactions entre les éléments. Donc on n'a pas des éléments séparés, on a des éléments qui interagissent, et c'est ça la notion de système. C'est vraiment de créer quelque chose qui se complète. Si je prends un exemple, par exemple vous avez sur une maison, vous avez un toit, en général vous avez une machine à laver, et puis peut-être quelque part vous avez du compost. Ça peut être des éléments séparés. Mais si on commence à se dire que l'eau du toit, elle peut être stockée, et qu'elle peut peut-être après filtration servir à la machine à laver, et que si on utilise des produits pas trop sales pour laver son linge, on peut peut-être aller faire nettoyer ça par des plantes qui pourraient aller dans le compost. Et là, ça y est, on commence à avoir un système, parce que les éléments, on les relie, on les place intelligemment pour qu'ils puissent tirer le maximum de ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'il y a une limite dans la permaculture ? Oui, il y a l'imagination de l'humain. Voilà, et c'est pour ça que le mot design, qui est un mot anglais, a été conservé, parce que c'est à la fois une science et à la fois un art. Et dans le mot design en anglais, il y a les deux aspects. Il y a et le technique et l'artistique. Et donc c'est pour ça qu'on a conservé. On ne peut pas traduire ce mot. Enfin, c'est pas facile. La conception, ce serait trop technique. Et donc voilà, le design va insister sur des points comme les interactions, mais aussi les limites. On a tous des limites. On ne va pas faire le même design de notre lieu si on a 20 ans ou si on a 80 ans. Il y a des limites qui sont personnelles, il y a des choses où on a peur, il y a des choses qui nous sont ancrées en nous. La permaculture propose aussi beaucoup de travail sur l'intérieur de soi, sur ce qu'on est et ce qu'on veut. Alors justement, j'allais vous poser une question, parce que ça ne s'applique pas uniquement à l'agriculture, ou du moins à la permaculture. Peut-être on le verra après ça, mais pour vous parler de soi, c'est aussi un travail sur soi-même aussi. Non, on peut tout à fait en parler là, puisque justement, ce qu'on me disait tout à l'heure, la permaculture peut s'appliquer à beaucoup de domaines de notre vie. Vous avez devant vous ce qu'on appelle la fleur permaculturelle, avec ses différents pétales qui sont les différents domaines d'application de la permaculture. Et on voit que la partie agricole, soins et nature de la terre, n'est qu'une petite partie finalement. Et qu'on peut le retrouver dans l'habitat, la technologie qu'on va utiliser. Alors souvent, la permaculture, quand on parle de permaculteur, on parle à ces babacools un petit peu arriérés qui fument du cannabis, pour schématiser. On que ça ? Ah oui. Oui, on entend beaucoup ça, et en fait ça pas du tout. Un peu, ouais. Autant il y a une observation de quelque chose qui est ancestral, qui était là bien avant nous et qui fonctionnerait si on n'était pas là. Ah, mais c'est le rapport à la nature. Le rapport à la nature. Ouais. Et en même temps, notre science évolue. Et plus ça va, pour parler par exemple du sol, c'est qu'on apprend de mieux en mieux à connaître le fonctionnement du sol. Il y a des choses qui se passent qui sont extraordinaires, des liens entre les plantes, avec les champignons, etc., qu'il faudrait des heures pour décrire. Mais que l'agriculture conventionnelle, malheureusement, détruit. Et on finit, même en agriculture, à travailler sur des sols morts, et comme si on travaillait sur du hors-sol.
Notre idée, enfin l'idée de la permaculture, c'est de remettre un sol vivant et s'occuper plus du sol que de la plante. Si la plante est sur un sol vivant, elle sera heureuse, elle sera bien, elle sera en santé, donc on aura de la récolte. Et tout cela, on va le trouver dans tous les domaines. Alors moi j'ai une petite question parce qu'aujourd'hui on vit une époque très compliquée en termes de transition, de climat aussi. On voit vite que le climat évolue très très rapidement. On l'a vécu ces derniers mois et on le vit encore actuellement avec un manque d'eau aussi. C'est très inquiétant sur l'avenir, mais en même temps il y a un biais économique où il y a beaucoup de construction, notamment dans le bâtiment. Et comment aujourd'hui, quelles solutions on peut trouver justement avec le bâtiment par exemple, en plein salon habitant autour de l'habitat et de l'immobilier, quelles solutions rêver de la permaculture pour le bâtiment, est-ce qu'il en existe? Alors la permaculture et encore je vais revenir à l'histoire, mais quand Holmgren et Mollison étudient les systèmes agricoles, on propose un itinéraire technique qui est censé fonctionner partout. Et eux, ils vont essayer de casser cette image parce qu'ils vont préférer étudier, observer, on le disait tout à l'heure, hein, l'observation est vraiment au cœur, observer un lieu et appliquer des solutions en contexte. Et donc des solutions toutes faites qui marchent partout, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On va toujours dire ça dépend et on va chercher qui y habite, qu'est-ce qu'il y a sur le lieu et là on va pouvoir développer les solutions. Après, il y a tout un panel d'outils, une palette d'outils dans lesquels on peut piocher, mais il ne faut pas prendre n'importe quel outil pour n'importe quel problème. Donc la solution miracle, non, on n'en propose pas. Par contre, on a plein de solutions et il faut les appliquer au bon moment. C'est des solutions, voilà, au bon moment, ce qui fait aussi voilà, une protection, quoi, quelque part. Et on rentre dans cette thématique-là. Oui, monsieur Rouanet. Le problème de la solution miracle qui s'applique à tout le monde, c'est qu'elle est extrêmement énergivore et qu'elle est contre nature. À chaque lieu a ses ressources, comme on disait tout à l'heure. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passait il y a plusieurs siècles au niveau des constructions, ne serait-ce qu'autour de nous, là où il y a du calcaire, vous avez des maisons en pierre blanche. Là où vous êtes en lit de rivière, vous allez avoir soit de la brique, soit du pisé. Et ça, c'était local. Donc on n'avait pas besoin d'avoir des camions ou des bateaux qui amenaient ça de l'autre bout de la planète. Et on n'avait pas besoin d'avoir énormément d'énergie pour créer ces choses-là. À l'heure actuelle, on veut tout de suite et tous pareil avec des produits souvent à base de pétrole. Et ça, c'est très dommageable pour la planète. On a tout sur place ou pas loin. Alors, est-ce qu'il existe un modèle d'habitation permacologue ou pas? Je ne sais pas, je vous pose la question. Il y a quelques modèles qui peuvent se multiplier de ci, de là, qui sont éventuellement, qui se ressemblent, on va en présenter un tout à l'heure. Mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir en contexte et pas essayer d'avoir un modèle unique. La nature ne fait pas des choses uniques, elle aime la diversité, elle aime qu'il y ait beaucoup de choses différentes. Je vais poursuivre, monsieur Rouanet, on continue avec les structures. Montrez-nous un peu dans ce registre de permaculture. On a choisi de vous présenter plutôt des photos et pour discuter, ça sera plus parlant, je pense. Donc sur cette photo de maison en paille qu'on peut tous avoir en mémoire si on se rappelle du conte avec les trois petits cochons. Bien sûr. Ça peut paraître vétuste, vieillot, etc. En fait, ça peut être tout à fait d'actualité parce qu'on se retrouve là également. Si vous regardez cette photo, on a quasiment tout sur place, quoi. La paille, vous avez toujours un champ de céréales qui est pas loin, même si la difficulté à l'heure actuelle, ça serait de trouver encore un paysan qui fait des balles carrées, parce que ça a tellement évolué qu'on ne trouve pas. Mais bon, il y en a encore beaucoup. Elle peut être campagne, là il y a une ossature bois. Donc là, elle n'est pas terminée, hein, on en est bien conscient, il n'y a pas les ouvertures, il n'y a pas l'enduit de finition. Mais c'est très isolant, ça coûte pas cher du tout. C'est très isolant, ça on le confirme. Là, on a des briques manufacturées, mais on pourrait très bien imaginer avoir des lauses, avoir des briques faites maison, pourquoi pas. Hein. Voilà. Oui, c'est novateur tout ça et c'est très important d'en parler. Alors, dans ce style de construction, on peut parler également que les toilettes sèches rentrent dans le cadre de la permaculture. Oui, on en parlera un petit peu tout à l'heure, peut-être. Excusez-moi, j'ai devancé non, mais il n'y a pas de souci. Avec la gestion de l'eau, justement, c'est très important. Oui, bien sûr, c'est un élément intéressant. Donc là, on reste sur les structures. Donc, une photo qui illustre
en travaux, on va dire, au début, et juste après, à la fin, quand tout est terminé? Il me semble que ce ne sont pas les mêmes photos. Ce ne sont pas les mêmes photos. Ce sont pas les mêmes photos. Ou alors les arbres ont poussé bien vite. Mais, mais en fait, c'est exactement le même style d'architecture. Donc on appelle ambiance, on va dire. C'est la même ambiance, exactement. Ouais. On appelle ça des earthships. Donc ce sont des maisons qui sont bioclimatiques, donc en général passives, sans énergie, pour le chauffage. L'idée, c'est de tourner une façade vers le sud pour avoir beaucoup de chauffage et d'avoir une partie de la maison enterrée au nord pour avoir un point froid et faire la régulation. Donc ce genre de maison est censé, et en fait ça marche bien, fonctionner sans chauffage et sans climatisation évidemment. Et dans celle du haut, on voit qu'il y a aussi une structure qui est faite en pneus. C'est des pneus qui sont remplis de terre. Ah oui, et là, on a un déchet produit par l'humain qui devient une ressource et qui va être en place. Et comme c'est de la terre, et si un jour cette maison doit disparaître, on mettra un peu d'eau, on retirera la terre et on retrouvera les pneus comme ils étaient au départ. Donc c'est une solution qui respecte complètement la terre et qui ne laisse pas de déchets. Au contraire, qui en utilise. Et c'est une solution qui a été développée au nord des États-Unis, mais qu'on trouve autant en Arizona, donc en climat désertique, qu'au nord du Canada. D'accord. Ça veut dire que dans ces deux climats un petit peu extrêmes, sans chauffage, sans énergie apportée autre que l'énergie naturelle, on arrive à obtenir entre 20 et 22 degrés toute l'année. D'accord. Ah oui, c'est pas anodin tout ceci. Monsieur Lullier, juste sous la question de la photo en haut à droite pour les personnes qui sont avec nous et qui nous regardent, vous avez montré des pneus. Donc j'imagine que c'est en fonction des besoins, mais le recyclage s'utilise alors en permaculture. Le recyclage, la réutilisation, tout ce qui va éviter d'avoir à importer des nouvelles choses dans notre système. Tout ce qu'on peut réutiliser, c'est bienvenu, bien sûr. Oui, tout à fait. Le déchet des uns et la ressource des autres. Oui, bien sûr. Tout à fait. Je vous laisse poursuivre, bien sûr, ce magnifique diaporama. Alors, on en parlait tout à l'heure. Technique ancestrale qu'on trouve beaucoup au Maroc, entre autres, toute la ceinture africaine. De la terre, de la paille, et on fait des briques et on construit avec, tout simplement. Dans notre tout ce qui est Garonne, Tarn, etc., vous avez des maisons qui ont 150, 200, 300 ans. La façade ouest, qui est celle qui est le plus aux intempéries, est souvent construite en galets et en briques. Oui. Et le reste de la maison, très souvent, est uniquement en terre. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. J'habitais une maison ancienne qui était comme ceci. Effectivement, donc on est toujours dans les éthiques du respect de la terre. Et là, c'est les finitions. Alors, expliquez-nous un peu. Là, on a un exemple de finition possible avec de la terre, encore une fois. Donc, pendant qu'on creuse une mare, on peut récupérer un peu de terre. Et puis, on peut l'utiliser pour faire des finitions à l'intérieur de sa maison. C'est magnifique. Y a des choses magnifiques. Voilà. Là, il y a un petit côté artistique. L'avantage, c'est que si vous vous trompez, vous arrachez, vous remettez un peu d'eau, puis vous recommencez. C'est vraiment réutilisable sans arrêt. Et puisque Frédéric parlait du Maroc, moi ça me fait penser au tas de lac, qui est une matière, qui est un procédé ancestral que les Marocains ont mis en place pour étanchéifier les citernes. Et puis on s'est aperçu que c'était tellement efficace qu'aujourd'hui c'est le revêtement pour les hammams, dans des conditions de température et d'humidité où bien des enduits modernes souffriraient. Donc ces savoir-faire, ces produits naturels, on leur place dans la maison. C'est magnifique, c'est très artistique, vous venez de le dire. On fait des choses extraordinaires avec la terre, quoi. Vraiment, en fait. Ouais. Je vous laisse poursuivre, monsieur Rouanet ou monsieur Lillier. Alors, on parle d'énergie, alors. Oui. Juste avant l'énergie, je voudrais ajouter quelque chose aussi qu'on n'a pas vu mettre sur le diaporama, mais je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps. On a une ressource extraordinaire aussi, qui est le chanvre. Le pardon ? Le chanvre. Le chanvre, on peut faire des briques avec le chanvre et on arrive à avoir du bilan carbone négatif. C'est-à-dire qu'il stocke tellement de carbone, le chanvre, et il ne demande quasiment aucun entretien, il n'a aucune maladie ou très peu. On peut faire 2 récoltes par an.
Et c'est avec ça qu'on faisait les cordes des voiliers autrefois, des bateaux. Et on peut faire des briques de construction qui sont isolantes, qui sont parfaitement écologiques. Et voilà, donc c'est intéressant. C'est très intéressant. Il faut savoir que le bâtiment est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. C'est assez conséquent. Donc là, on va parler de l'énergie, justement. On parle de... L'énergie, oui. Là, on a un système sur une baie vitrée donc, qui est là pour l'hiver avec les rayonnements. Le soleil tombe plus bas. En hiver, va capter tout le rayonnement solaire pour chauffer l'intérieur de la maison. Donc toutes ces calories qu'on va récupérer par le soleil, c'est ça qu'on aura gagné à pas chauffer. Et par contre, en été, ça peut être un frein, puisque le soleil beaucoup plus fort de l'été peut nous déranger. Et à ce moment-là, on a le toit qui a une avancée, on appelle une casquette. Et donc, dès que le soleil sera à une certaine hauteur, il amènera toujours sa lumière, mais il ne chauffera plus la maison. C'est tout à l'heure, sur l'Airship, on voyait l'inclinaison des baies vitrées. C'est pour ça. C'est pour que le rayonnement du soleil soit quasiment perpendiculaire au moment où il fait plus froid. D'accord, oui, effectivement, parce qu'il est moins haut l'hiver que l'été. Oui, et là, le problème de ces maisons, c'est plutôt de refroidir que de chauffer. Le chauffage, il est naturel, il est renouvelable. Le soleil, c'est vraiment la source d'énergie sur la planète. Donc, tout ce qu'on peut tirer du soleil, il faut en profiter parce que c'est une énorme source d'énergie qui est gratuite et qui est encore là pour longtemps. Espérons, oui. Parce que c'est une étoile, il ne faut pas l'oublier avant tout, le soleil. Et Xavier n'a pas développé la photo, mais là, ce qui est très intéressant, c'est que même au nord du Canada, on peut arriver à avoir des plantes exotiques dans sa serre, devant sa maison. Donc à la fois, c'est un tampon pour avoir peu de déperdition à l'intérieur de la maison et on peut cultiver là. Donc encore une fois, un élément, plusieurs fonctions, et là, ça colle très bien. C'est très intéressant tout ce que nous dites. Et là, Alors ça, c'est un chauffe-eau solaire, donc pour avoir de l'eau chaude sanitaire. Oui. Pour ceux qui auraient eu l'occasion de voyager sur la ceinture tropicale, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement. C'est une compétence qu'avaient les plombiers qui connaissaient très bien, puisqu'à l'époque, toutes les chaudières, enfin du moins les chauffages des maisons anciennes étaient conçus comme ça. On n'a pas besoin de circulateur d'eau. L'eau chaude étant plus légère que l'eau froide, elle monte. Donc l'eau là est chauffée par les panneaux qu'on voit, et va dans le ballon au-dessus. Bon, comme si on est sur des lieux où il ne gèle pas, on peut se permettre de faire ça. Chez nous, il faudrait l'isoler ou mettre le ballon dans les combles peut-être. Enfin, il y a des solutions. Dans les régions, on va dire, où le climat est... Voilà. Mais par contre, on a toujours de l'eau chaude. Bien sûr. Et on n'a pas besoin de pompe. Donc rien que par gravité, l'eau chaude va descendre. Et quand on utilise l'eau chaude, elle va réchauffer de nouveau. Et on a toujours de l'eau chaude à disposition pendant la journée. Et voilà. Là, aujourd'hui, on a tendance à mettre le stockage de l'eau chaude en bas. Et donc, on a besoin d'un circulateur pour que l'eau circule, comme son nom l'indique. Mais il se trouve que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chaude. Ah oui, donc, on se crée une dépendance. On est beaucoup moins autonome. Alors que les systèmes naturels, l'eau chaude monte et il faut en profiter. Alors, dans une maison qui respecterait au mieux la permaculture, même si c'est plutôt un chemin qu'une destination, hein, parce que le cheminement est long, sans fin, à vrai dire. Quand on doit chauffer, malgré l'isolation qu'on essaye de mettre partout, quand on doit chauffer, la source d'énergie préférée, c'est la biomasse, puisqu'elle est renouvelable, donc le bois en général. Mais les études les plus modernes montrent que pour vraiment bien brûler du bois, en tirer le maximum et ne pas polluer, il faut que le bois soit brûlé à très haute température. Donc il faut faire de très grosses flambées. Et cette énorme quantité d'énergie qu'on dégage, il faut la stocker. On revient sur les principes universels. Et donc ici, vous avez un insert qui a été entièrement maçonné. Afin de récupérer la chaleur des très grosses flambées qu'on fait à l'intérieur. Et ce qu'on ne voit pas, mais je vais vous le dire, la banquette en fait est parcourue par les tuyaux d'évacuation de la fumée. D'accord. Donc en fait, on récupère même la chaleur qui part après la combustion, qui part à l'extérieur. Donc on essaye d'en profiter au maximum, tirer tout ce qu'on peut de l'énergie de ce bois.
C'est ce qu'on rencontre sur ce qu'on appelle les chaudières à condensation. Sauf que là, c'est très technique, il faut de l'électronique, c'est très sensible. Là, on a quelque chose de très simple qu'on pourrait se fabriquer soi-même, encore une fois, et qui est très efficace. Et qui consomme peu de bois. Et oui, complètement, c'est ce que j'ai dit. Le fait de faire cette grosse flambée va mettre en température la masse. Et 1 heure de chauffe par jour peut suffire pour chauffer la maison. Ou 2 chauffes, ça dépend comment on fait. Voilà. On a reçu différents acteurs au niveau de la biomasse et ils nous ont très bien évoqué ceci. Effectivement, en effet, on fait de belles choses, vraiment. Et on parle de l'eau. Alors voilà, on parle de l'eau. Parce qu'on ne le pense pas, mais l'eau est très précieuse. Oui, je pense qu'avec la sécheresse qu'on a vécue cet été, les gens sont encore plus sensibles. Ça commence à être évident. Oui. Donc voilà, espérons que ça en rentre, parce que pour certains, ça ne l'est pas encore. L'eau est très précieuse. Il y a des pays où malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir de l'eau potable comme nous, on l'a en ouvrant facilement le robinet. Et c'est d'autant plus terrible que nous, on arrive à faire nos besoins dans l'eau potable et à laver nos voitures à l'eau potable, à se laver à l'eau potable, alors que l'eau potable dans notre facture d'eau représente 5% peut-être de ce qu'on a consommé. Donc ça, effectivement, c'est terrible. Alors qu'on a tous a priori un toit, ou du moins un endroit où on peut récupérer de l'eau. Toute cette eau qui est récupérée, qui va re-rentrer dans le circuit, eh bien, il faut essayer de l'exploiter, mais c'est pas un joli mot, de s'en servir. Il n'y a pas que nous qui en avons besoin de cette eau, puisque les millions de micro-organismes qui sont sous terre en ont besoin aussi, des animaux. Hervé Covès parle très bien des 7 cycles de l'eau. Donc il y a le cycle qu'on apprend tous à l'école, mais il y a des cycles intermédiaires qui peuvent être même très localisés, qui sont très intéressants à connaître et qui nous permettent de voir l'eau d'une autre manière en fait. Donc sur la gauche, vous voyez quelque chose qui est à la portée de tout le monde, plusieurs bacs de récupération qui vont nous permettre d'arroser le jardin ou qu'on peut connecter, comme me disait tout à l'heure Xavier, à la machine à laver, à autre chose. On peut s'en servir plusieurs fois de cette eau pour arroser le jardin bien sûr. Vous parliez de toilettes sèches tout à l'heure. Effectivement, faire ses besoins dans de l'eau potable, c'est quand même un non-sens. Une chasse d'eau, c'est 3-6 litres d'eau, des fois 10, si on a des douches anciennes, c'est énorme. Alors qu'une toilette sèche ou toilette à litière bio maîtrisée, pour le TLB, ça prend pas de place, on les met où on veut, il n'y a pas besoin de canalisation, il n'y a pas besoin d'arrivée d'eau, ça ne sent pas mauvais et c'est compostable, donc on re-rentre nos excréments et ce qu'on a utilisé dans le cycle naturel et on agrade nos sols grâce à nos déchets qui sont les ressources encore une fois de quelqu'un d'autre. Sur la droite, vous voyez un système de phytoépuration. Alors ça commence à être un peu plus connu maintenant, il y a pas mal de villages qui font ça parce que ça peut se faire au niveau particulier ou au niveau d'un village. Vous avez des villages comme Surac, l'Albarède et Vieux, pas très loin, qui ont ce genre de système. L'idée, c'est que, comme le précisait aussi Xavier tout à l'heure, on essaie de ne pas utiliser des produits agressifs. De l'eau de javel, chez un permaculteur en général, vous n'allez pas en trouver. On essaie d'avoir des choses, même fabriquées maison, mais en tout cas écologiques, qui respectent l'environnement. Et en passant à travers différents bacs de décantation, alors il y a plusieurs systèmes qui existent, dont certains sont tout à fait validés par le SPANC. L'eau est filtrée par la racine des roseaux, comme on le voit sur le bac du haut, là, des phragmites. Et ensuite peut être réutilisée par une mare, par exemple, pour revenir dans un fossé. Voilà. Et là, on a une eau qui est dite de qualité baignade, c'est-à-dire ceux qui sortiraient, et qu'elle est bien meilleure d'ailleurs que celle que vous allez avoir à la sortie de la station d'épuration. Et ici, je crois qu'on profite de deux choses. D'abord, alors sur cette image, il y a les... il y a la gravité aussi, qui est une force auquel on ne pense pas toujours, mais c'est une force complètement gratuite, qui marche très bien, qui a assez peu de mise en défaut. Donc il suffit de stocker en haut. Il suffit de l'arrêter un peu plus haut et c'est la même sur la phytoépuration. On part aussi d'en haut et on profite de la gravité autant qu'on peut. Donc les pentes sont les bienvenues. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, c'est qu'un permaculteur va essayer de limiter les fuites. Tout ce qui sort de son système est quelque chose qu'on a perdu. Donc on va essayer de regarder tout ce qui sort de chez nous. Et soit on ne peut pas le réutiliser nous-mêmes, donc il fallait peut-être pas qu'on l'acquiert avant, soit on peut le réutiliser, il ne faut pas qu'il sorte. Donc cette notion d'éviter les fuites, d'éviter tout ce qui sort de notre système,
c'est quelque chose qui est assez important. Pas que des fuites d'eau. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. toutes les ressources. Oui, toutes les ressources. Le temps, oui. l'argent, le travail humain. Je vous laisse continuer en parlant de biodiversité. Oui, on se devait de dire un petit mot sur la biodiversité. La nature, quand on l'observe, on voit qu'elle adore tout ce qui est multiple. Elle met pas ses œufs dans le même panier. Donc, pour être résilient, pour réussir à résister aux chocs et à se remettre des chocs, il faut qu'il y ait une multitude d'espèces. Il faut qu'il y ait beaucoup d'individus dans une espèce et il faut qu'il y ait beaucoup de lieux différents, de biotopes. Donc la mare, pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit jardin et qui ont encore un petit peu de place, mais ça peut être vraiment très limité. Avoir une mare, c'est vraiment un élément qui amène énormément de vie sur un lieu. Et au-delà de ça, pour chaque personne qui aurait un petit coin de jardin à consacrer à la nature, c'est-à-dire, si on dit que si chaque personne laissait 10% de son terrain en friche, la vie reviendrait vraiment très rapidement, alors que là, on est sur des déclins d'espèces phénoménaux qu'on n'a jamais vus. On a tous un petit rôle à jouer sur ça. Effectivement, je vous rejoins tout à fait. Vous avez, on va parler, oui, les petits espaces. Alors oui, on vous écoute parce que voilà, c'est vrai que oui. Petits espaces, oui, on dépasse un petit peu, mais on l'avait dit. Non, mais allez-y, je vous en prie. Effectivement, on a estimé qu'il fallait parler un petit peu de ça parce que le salon de l'habitat, il y a l'habitat, mais il y a le terrain, le jardin, ça fait partie de l'habitat. Oui, personne qui est en ville, par exemple. Exactement. Et vous voyez au centre quelque chose que la plupart des gens ne connaissent pas trop ou peu, et de chaque côté qui joue cette petite propriété pleine de biodiversité, c'est le petit jardin classique du pavillon français. Hein. Alors, Et on peut imaginer que la personne au milieu génère beaucoup de surplus, et comme il partage avec ses voisins, puisque c'est un pilier éthique, on peut espérer que petit à petit il convaincra ses voisins de cultiver aussi leurs propres légumes pour leur santé, leur bien-être. Et le bonheur, c'est juste plaisant. Il n'y a pas de raison, même, je pense qu'il faut l'inviter à le faire. Complètement, et puis c'est aussi par l'exemple qu'on va montrer aux personnes qu'on peut devenir un petit peu autonome et savoir ce qu'on mange. Un petit jardin comme ça peut générer 500-600 kilos de légumes à l'année ou de fruits. Donc c'est énorme. Et vous, au niveau de l'association Perma 81, vous accompagnez tous ces acteurs, tous ces particuliers, toutes ces personnes pour l'implantation, comme l'image que nous voyons actuellement Alors on n'est pas voué à accompagner les personnes sur le travail réel sur leur lieu, mais par contre on a les contacts, on a les premiers conseils, et on en reparlera à la fin d'où se renseigner. Et voilà, pour aller jusqu'au bout, un petit design sur un balcon. Donc là, il faut vraiment avoir un design très précis. Là, on est au centimètre près, on essaye d'en mettre un maximum. On respecte le poids admissible sur le balcon. Et on produit déjà une belle quantité de fruits et de légumes sur un espace très réduit. Et on amène de la verdure en ville. Bien sûr. Donc un petit peu de fraîcheur, de l'oxygène. Voilà, tout ça se recoupe. Oui, des animaux. Des animaux, oui, des oiseaux, etc. Tout à fait. Voilà, pour conclure, la permaculture, c'est déjà c'est un peu comme la prose et Monsieur Jourdain, tout le monde en fait un peu. Je pense que tout le monde, dans ses pièces de vie, essaye de mettre les meubles au bon endroit et d'avoir l'interaction qui va bien pour ne pas trop se déplacer, pour avoir le maximum de rangement, pour que le lieu soit agréable. La permaculture, elle propose de faire ça avec tous les éléments de votre vie, aussi simplement. Il y a de tout, il y a des habitats très différents, il y a du jardinage ou pas, c'est pas forcément une technique de jardinage, ça il faut bien le dire maintenant. Il faut essayer, il y a beaucoup de réussite et ça rend vraiment heureux de travailler avec la nature. Et des erreurs quand il y en a, nous permettre d'apprendre et d'aller plus loin, et de partager ces erreurs pour pas que les autres les fassent. Et ainsi, en partageant tous nos savoir-faire et notre enthousiasme, on arrive à faire bouger les choses. Et comme vous disiez tout à l'heure, les nouvelles qui tombent tous les jours ne sont pas toujours réjouissantes. Quand on suit ce chemin-là, on se dit qu'il y a un espoir, que l'humanité pourrait très bien se réconcilier avec la nature et vivre dans l'abondance et le partage. Il faut garder cet espoir, il faut vraiment le garder. Vous avez tout à fait raison, parce que la terre est bien précieuse, c'est la terre mère. Il faut en prendre soin, il faut
respecter la terre, respecter les humains et partager équitablement, c'est l'éthique de votre association. On vous remercie d'être venu sur le plateau Habitarn Conseil. Alors avant qu'on se quitte, parce qu'il y a un petit peu de public avec nous, si des personnes souhaitent poser des questions à monsieur Xavier Lhuillier et monsieur Frédéric Rouanet, qui sont les deux coprésidents parmi les 8, parce que vous êtes plusieurs au sein de l'association Perma 81, vous pouvez, n'hésitez pas s'il y en a qui ont des questions suite à cette magnifique, ce magnifique exposé qu'on nous a parlé de la permaculture. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames et messieurs? Ce n'est pas une obligation, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Sinon, on vous invite à vous retrouver. Vous êtes, bien sûr, vous avez un stand ou pas du tout? Je vous pose la question, je ne sais pas. Non, on n'a pas de stand, mais Alors, justement, vous n'avez pas de stand. Donc, vous êtes de passage sur Habitarn Conseil, le plateau télé, dans le cadre du salon Habitarn. Comment on peut vous contacter au sein de l'association? Donc, sur le dernier slide, on avait notre adresse, l'adresse du site internet. Alors, on va demander à la technique de le remettre. C'est le plus simple, c'est perma81.com. Voilà, merci beaucoup. Pour tout ce qui est sur le Tarn. Et si vous n'êtes pas d'ici et que vous êtes intéressé par l'association qui gère ça au niveau national, c'est permaculture-upp.org, UPP comme Université Populaire de Permaculture. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Monsieur Rouanet, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste pour dire qu'il y a énormément de ressources sur Internet. Sur la permaculture, vous allez trouver des tas de conseils, des tas d'intervenants qui sont proches des gens s'ils ne sont pas d'ici. Et allez-y, ça vaut le coup. Et puis c'est très intéressant de vous écouter. Et d'ailleurs, cette vidéo restera sur à la chaîne YouTube d'Albi Expo. On vous remercie, monsieur Lhuillier, monsieur Rouanet, d'être venus. On salue également la présence de vos coprésidents qui vous accompagnent dans cette association. N'oubliez pas, il faut prendre soin, respecter la terre, les humains et partager équitablement. C'est très important suite à tout ce que nous vivons et prendre soin vraiment de notre terre et partager. C'est vraiment très important sur le bien humain aussi. C'est très important, il faut y revenir. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce magnifique exposé. Un grand merci encore à vous. Restez connectés et surfez sur la page YouTube d'Albi Expo parce que dans le cadre de cette 34e édition du salon Habitarn, on nous a reçu beaucoup d'intervenants. Donc on vous laisse surfer et on vous dit à très bientôt.